Bonsoir à tous, les titres de ce 20h. La Cour pénale internationale a décidé ce mardi de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, poursuivis pour crimes contre l'humanité après les violences post-électorales. Les juges ont ordonné les remises en liberté immédiate, compte rendu d'audience, réaction à La Haye et ici en Côte d'Ivoire en début de journal. EcoPlus, votre dossier économie du mardi s'intéresse ce soir aux politiques et stratégies de promotion et d'emploi des jeunes, avec comme levier de promotion le volontariat. Depuis 2016, la phase pilote d'un programme de volontariat a été lancée dans 3 régions du pays. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, une autre potentielle pépinière de jeunes entrepreneurs. La construction de cet établissement de l'amitié ivoiro-chinoise est aujourd'hui achevée à 60%. Le chantier sera livré par la Chine aux autorités ivoiriennes le 4 septembre 2019. Et puis hors de nos frontières, absent de son pays depuis le 24 octobre dernier pour raison de santé, le président gabonais Ali Bongo est rentré hier soir pour la prestation de serment des 38 membres du nouveau gouvernement qui a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel de Libreville. Bienvenue à vous tous qui nous suivez à travers le monde sur RTI 1. On démarre ce soir à la Cour pénale internationale CPI. La Cour a acquitté et ordonné aujourd'hui mardi la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. L'ex-président ivoirien était accusé de crimes contre l'humanité durant la crise post-électorale. Michel Digré. Le scénario de cette audience de mardi présentait 3 cas de figure. La poursuite du procès, la mise en liberté provisoire ou l'acquittement. Finalement, les juges ont fait le choix de la 3e option. À la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des 2 accusés conformément à l'article 81 3C du statut sous réserve de toute demande que le procureur pourrait introduire en vertu de l'alinéa i de ce même article. Face à la possibilité d'interjecter appel, le substitut du procureur souhaite avoir du temps avant de se prononcer. Il s'agit de circonstances exceptionnelles. Nous nous attendions à disposer d'une décision pleinement motivée qui sera déposée ultérieurement aujourd'hui. D'après ce que vous avez dit ce matin, nous avions l'intention de demander 48 heures de manière à pouvoir réagir et de faire une évaluation responsable de votre décision, ce que nous ne pouvons pas faire à ce stade. Le juge président finalement décidera la tenue d'une autre audience ce mercredi pour savoir les intentions de l'accusation après ce verdict. Nous allons examiner attentivement la décision écrite de la Chambre de première instance et ses motifs dès qu'ils seront disponibles et nous allons déterminer la marche à suivre. Voici là des propos de la procureure Fatou Bensouda à l'énoncé de ce verdict rendu ce matin par la CPI. Et à ces mots, Fatou Bensouda ajoute, et je cite, « Je tiens à ajouter que nos enquêtes se poursuivent en Côte d'Ivoire. Nous restons déterminés à nous acquitter de notre mandat en vertu du statut de Rome. Ce faisant, mon bureau est résolument déterminé à remplir son rôle en gardant avant tout et toujours à l'esprit le sort des victimes de ce pays. » Fin de citation. Allons-y maintenant à Gagnoa et dans la commune de Yopougon où c'est la liesse populaire suite à l'ordre de mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Partisans et sympathisants ont envahi les rues tout en espérant que la libération de l'ex-président aura un impact positif et donnera un grand coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale. Herman Guivet. Yopougon, place CP1. Le sport occupe le terrain. À proximité, rassemblés sous un arbre des partisans de Laurent Gbagbo. Suivent les infos. En une fraction de seconde, la politique prend le dessus sur le sport.
La décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcée par les juges de la Cour pénale internationale vient de tomber. Scène de liesse mêlée d'émotion, une décision qui pour eux contribuera à la réconciliation nationale. Je pense que sa libération va réunir encore les Ivoiriens pour qu'il y ait une paix. Et c'est ça que nous attendons. Même son de cloche à Mama, village natal de Laurent Gbagbo, idem à Gagnoa, ville désignée comme étant l'un des bastions du Front populaire ivoirien. Dans plusieurs quartiers de Yopougon, les mêmes scènes étaient visibles. Il convient cependant de signaler que la nouvelle a été diversement appréciée dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Et cette nouvelle de la libération de Laurent Gbagbo ne fait pas que des heureux en Côte d'Ivoire. Le collectif des victimes des crises ivoiriennes exprime son inquiétude et l'avocate des victimes depuis La Haye dit regretter cette décision. Moussa Konaté. Le verdict de l'acquittement prononcé par la CPI, la décision de la juridiction internationale a suscité diverses réactions au sein des populations. Bon. Les autres, ce qu'ils disent, c'est pas crédible. Parce qu'il a tué plus de presque 3 000 morts. Donc on n'est pas d'accord. Il faut qu'on le condamne, parce que c'est dangereux dans la vie. Franchement, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente du tout. Parce que nous qui sommes à Bobo, ici, on a trop souffert. Le collectif des victimes exprime son inquiétude. Aujourd'hui, à travers cette décision de justice, la Cour pénale internationale vient de démontrer son incapacité notoire à faire manifester la vérité, à garantir l'impunité. Les victimes et les familles, elles ont fait confiance à cette institution de justice internationale. Elles avaient pensé que cette institution de justice allait leur permettre de connaître la vérité et de faire le deuil de leurs proches assassinés et de voir leur dignité restaurée, ce qui n'a pas été le cas. Depuis La Haye, Maître Paulina Massida, avocate des victimes dans le procès à l'encontre de Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé, dit regretter la décision de la CPI. Je regrette que cette décision mette en péril la quête de justice des victimes qui ne sont pas en mesure de connaître exactement le raisonnement de la Chambre quant aux raisons qui ont justifié la prise de cette décision. La décision rendue par la Chambre de première instance n'est pour autant pas définitive. Les victimes restent donc confiantes que la suite de procédures leur rendra justice et que leur quête de justice pourra enfin triompher. Poursuivis pour crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient en détention à La Haye depuis 7 ans. Les réactions sont donc diverses sur le sol ivoirien. Après cet acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, les juges doivent notifier la décision par écrit. Ensuite s'ouvre la procédure d'appel. Le procureur pourrait alors demander la détention des concernés, et cela pour des raisons exceptionnelles. Une procédure que nous explique Kolo Koulibaly. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés par la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Les juges ont rendu ce verdict ce mardi matin, mais la décision dûment motivée sera rendue par écrit. C'est le début d'une autre procédure. Une décision par écrit sera notifiée ultérieurement et à partir de ce moment-là, il y aura l'ouverture d'une période pour le procureur si elle souhaiterait interjeter appel contre la décision de l'acquittement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la question de la mise en liberté de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Il y a une décision de les mettre en liberté, mais le procureur peut demander, si des raisons extraordinaires les justifient, de maintenir la détention des deux personnes concernées. Donc demain à 10h du matin, heure locale à La Haye, il y aura une audience pour que les juges entendent les parties et participants sur la question de la mise en liberté. Après, il y aura une délibération, les juges rendront leur décision dans les meilleurs délais afin de savoir s'il y a lieu à maintenir les personnes concernées en détention, si, comme je disais, il y a des raisons exceptionnelles qui le justifieraient, ou non. Si les juges décident finalement de les mettre en liberté, ils seraient libérés sur le territoire d'un État qui accepterait de les recevoir une fois que les mesures nécessaires auraient été mises en place. Le lieu de leur mise en liberté dépendra de leurs observations et de l'accord de l'État en question. Quant aux victimes, la Cour pénale internationale peut,
dans le cadre d'une procédure examinée et décidé de leur apporter un soutien à travers son fonds. Tout cela ne se fera qu'à la fin de la procédure d'appel. C'est tout pour ce chapitre consacré à la décision de la CPI en faveur de l'acquittement et de la libération de Laurent Gbagbo, ex-président ivoirien, et de Charles Blé Goudé. Les nouvelles sont moins bonnes pour le député Alain Lobognon. Il a été placé aujourd'hui sous mandat de dépôt, cela après son audition. L'actualité est maintenant dans le secteur de l'économie, nous fait revenir sur les états généraux de la jeunesse ivoirienne. Et pour ce programme de volontariat lancé depuis 2016 par le gouvernement ivoirien dans 3 régions du pays. Comment ce programme contribue-t-il à régler la question de l'emploi des jeunes et quel est son poids dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Ce soir, notre numéro Éco Plus, proposé par le service économie de la rédaction, s'intéresse à ces questions. Cheikh Koné. Dieudonné Founingbe vit à Kamonoukro, un quartier de la commune de Bouaké. Il a étudié en maîtrise de sociologie. Il a 27 ans et est en quête d'un boulot. Trouver un premier emploi quand on est jeune diplômé, tel est le rêve caressé par Dieudonné depuis plusieurs années. Après des tentatives infructueuses, il fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Il y a quelques mois, Dieudonné est recruté comme volontaire à la mairie de Bouaké. C'est une opportunité pour moi, une aubaine pour moi en tant que jeune qui n'avait pas d'activité au préalable. Aujourd'hui, cette activité-là me permet de m'épanouir socialement. Dieudonné se rend désormais tous les matins à sa nouvelle fonction. En qualité de volontaire dans le programme national de volontariat, son contrat a une durée comprise entre 6 et 12 mois. Durant cette période, Dieudonné sera chargé du contrôle et du recouvrement des taxes municipales auprès des contribuables. Une mise en situation réelle pour ce primo, demandeur d'emploi. Aujourd'hui, à partir du volontariat, on peut se frayer une place dans le monde de l'emploi. Et cette opportunité-là va te permettre à toi, volontaire, demain, d'avoir une compétence dans un milieu quelconque. Et à la fin, peut-être de ton contrat de volontariat, tu peux t'insérer. En Côte d'Ivoire, les primo-demandeurs d'emploi, on en compte un peu plus de 240 400, selon l'agence Emploi Jeunes. Le programme de volontariat leur offre cette opportunité. Contrairement au bénévolat qui est un engagement libre sans condition, le volontariat est un engagement contractuel et exclusif dans lequel une personne apporte un appui limité dans le temps à une structure privée ou publique. À la mairie de Bouaké, l'arrivée des 34 volontaires du programme national de volontariat, à l'instar de Dieudonné, a redynamisé le service de recouvrement. Auparavant, on n'avait pas assez d'équipes. On n'avait seulement que 5 équipes pour contrôler tout Bouaké. Ce n'était pas normal. Avec leur arrivée, il y a des moments où nous sommes allés jusqu'à 15 équipes. Et ce qui faisait que aujourd'hui, au niveau du recouvrement de la mairie de Bouaké, nous sommes un peu en avance par rapport aux autres années. À fin 2018, l'appui des volontaires fait doubler les objectifs de recettes à la mairie de Bouaké. Environ 175 millions de francs CFA contre moins de 100 millions en 2017. Ces jeunes ont vraiment contribué à la sensibilisation des contribuables sur le marché et aujourd'hui, ce sont des résultats très visibles. Avec une frange de la population ivoirienne de moins de 35 ans estimée à 77%, le gouvernement multiplie les canaux de promotion pour l'employabilité des jeunes. Un programme national de volontariat est en cours d'élaboration. Entre-temps, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a décaissé 3,5 milliards de francs CFA pour la phase pilote du programme de volontariat. Un engagement dont l'objectif est de produire un effet induit sur la question de l'employabilité des jeunes. Le jeune ne doit pas venir pour chercher un intérêt à lui, mais chercher un intérêt pour le pays. Je viens apporter ma contribution. Mais nous ne pouvons pas dire que ce jeune qui vient ne tirera à rien. C'est de là que nous parlons d'effet induit de ce programme. Ce programme également apporte un plus à ces jeunes parce que vous leur offrez 6 mois à 1 an de mission de volontariat et après ces 1 an, ces jeunes tirent une expérience de travail qui peut valoriser. Depuis son démarrage, la phase pilote connaît un véritable engouement. Elle a enregistré 2775 candidatures pour 645 volontaires mis en mission auprès de 73 structures d'accueil.
des structures privées ou publiques confrontées, le plus souvent, à des contraintes d'ordre financier et humain. L'arrivée des volontaires est accueillie comme une bouffée d'oxygène. On a ouvert avec une double contrainte, le besoin d'expertise et une contrainte financière. Et donc, c'est ce qui nous a motivés pour faire appel au programme de volontariat du PNUD, qui a permis d'identifier une assistante sociale qui a été mise à disposition de la structure. Ce qui permet évidemment, en fait, c'est un double service. Donc, on lui permet d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et nous, en fait, on réduit un peu la masse salariale. Les subsides extérieurs se font de plus en plus rares. Et nous sommes dans l'obligation de trouver au plan national des possibilités pour contribuer de façon substantielle à notre budget. Le fait que nous puissions avoir ces jeunes qui sont pleins de dynamisme était une occasion pour nous d'aider donc notre département de collecte de fonds et de communication à booster leur activité. Le principe est simple. Les volontaires affectés dans ces structures perçoivent chacun une rétribution mensuelle de 50 000 francs CFA payée par les partenaires du programme, à savoir l'État, le PNUD et Volontaires des Nations Unies. Lancé en 2016 dans 3 régions, à savoir le district d'Abidjan, les régions du Békay et du Tonkpi, la phase pilote est prévue pour durer 3 années. En 2019, la fin du projet approche que déjà les acteurs plaident pour sa reconduction. Moi, je pense bien que c'est un projet qui n'a vraiment pas son sens de disparaître après 2019, mais plutôt de l'étendre à tout l'étendue de la Côte d'Ivoire. À travers ce programme national de volontariat, l'employabilité des jeunes diplômés ou non pourrait avoir un début de solution durable. Débuté en juin 2016, le projet pilote prend fin en décembre 2019. Qu'en sera-t-il de la suite? La Côte d'Ivoire va-t-elle enfin rendre opérationnel son programme définitif de volontariat à l'échelle nationale? La question reste posée. Et cette question de l'emploi des jeunes s'invite aussi dans le monde scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique sème des graines d'entrepreneuriat chez les jeunes élèves. La première édition du Forum national de l'éducation entrepreneuriale a réuni plus de 500 participants. Patricia Omoetia. Un accueil en fanfare avec les élèves du collège Anador, suivi de l'Abidjanaise, interprété ici par le groupe scolaire Saint-Louis de Yopougon pour ouvrir le premier forum national de l'éducation entrepreneuriale. Une cérémonie organisée par la direction de la vie scolaire pour célébrer les micro-projets des entreprises scolaires. Dehors, des stands dressés pour permettre aux visiteurs de découvrir le savoir-faire des élèves. Des écoliers de l'école primaire Sodepam de Dabou ont réalisé un projet de fabrication de savon liquide. Quand les apprenants du lycée municipal ont misé sur le cinéma, la lutte contre la maltraitance des enfants a fait l'objet d'un film. Des écoliers d'Abongwa 4 ont appris la cacaoculture et l'élevage. Depuis mon enfance, depuis que je suis bébé, je veux être pilote. Mais comme j'ai aussi une passion de l'élevage, après l'activité du pilotage, je veux avoir au moins une activité d'entrepreneuriat chez moi à la maison ou chez moi au village. La ministre de l'Éducation nationale, à l'ouverture officielle de ce forum, a apprécié le savoir-faire des élèves, car pour elle, l'entrepreneuriat est une question nationale qui vise à stimuler l'esprit d'initiative. Nous avons initié ce premier forum national sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire pour répondre aux recommandations du chef de l'État qui voudrait une jeunesse nouvelle, une jeunesse entreprenante. Cela leur donne cette culture entrepreneuriale, cela leur permettra vraiment de créer des entreprises, mais aussi employer d'autres jeunes. Devant la faiblesse de l'offre d'emploi dans le monde, cet espace permet de célébrer les micro-projets des entreprises scolaires, valorisant ainsi leurs compétences et leur niveau d'autonomisation. Des panels et conférences étaient au menu de ce forum national. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, une autre potentielle pépinière de jeunes entrepreneurs. La construction de cet établissement de l'amitié ivoiro-chinoise est aujourd'hui achevée à 60%. Le chantier sera livré par la Chine aux autorités ivoiriennes le 4 septembre 2019. Sephora Zegui et Grace Kando. Bâti sur une superficie totale de plus de 19 hectares, les travaux du lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam sont achevés à 60%.
bâtiments administratifs et salles de classe sont sortis des terres après plus d'1 an du démarrage des travaux. À quelques mois donc de la remise officielle des clés de ce lycée d'excellence, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle visite le chantier pour voir l'état d'avancement des travaux. Nous sommes très satisfaits de l'évolution des travaux. Je pense que les choses se déroulent correctement selon le cahier des charges. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons que l'œuvre se met vraiment en place. Et je dois dire que nous sommes témoins de cette histoire-là. Au moment où on est en train de porter l'établissement sur les fonds baptismaux, nous sommes venus avec beaucoup de joie. Et je voulais ici exprimer la satisfaction du ministère à nos amis de la Chine. Zhang De, chef du projet, a traduit l'engagement de la Chine à veiller à ce que la société en charge du projet respecte le délai de livraison et garantisse la qualité du projet. Actuellement, nous sommes aux zones dortoirs. Vous allez voir les dortoirs des lycéens, les collégiens, dortoirs d'enseignants et puis villas de proviseurs économes. Le travail sera bien avancé avant la date. Le futur lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand Bassam est composé de 25 salles de classe, d'un internat mixte, d'un complexe sportif avec un terrain de football, une piste d'athlétisme, un gymnase, une piscine olympique, 2 terrains de basketball, 2 courts de tennis et 3 terrains de volleyball. Le lycée comportera aussi d'autres bâtiments et ouvrages annexes, dont un auditorium, une infirmerie, un château d'eau, des voiries et réseaux divers. Il sera livré le 4 septembre prochain. Dans le domaine de la santé, le nombre de décès maternels en Côte d'Ivoire est en hausse de 28%. Il est passé de 780 en 2017 à 1002 en 2018 en milieu hospitalier. En réaction, le gouvernement élabore un plan d'action opérationnel avec en bonne place le renforcement des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et des infrastructures sanitaires. Salima Toudia. En 2018, 1002 décès maternels sont enregistrés dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, contre 780 en 2017. Un taux d'augmentation de 28,48% qui emmène le gouvernement à prendre des mesures correctives. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré une centaine d'acteurs nationaux et internationaux en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel pour réduire les chiffres. Les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, le renforcement des structures sanitaires et la fourniture de soins de santé de qualité ont été évoqués. Il nous a demandé de renforcer la vaccination, fournir des soins de qualité et également d'offrir la gratuité des soins à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les tranches vulnérables de la population. Dans le cadre du programme présidentiel, la construction, l'équipement et la réhabilitation des établissements sanitaires, c'est plus de 833 milliards qui sont prévus pour les 3 ans. La question de la mortalité maternelle, néonatale et infantile reste une préoccupation en Afrique de l'Ouest, selon l'OMS. L'organisation se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour trouver des solutions adéquates. On s'est rendu compte qu'il faut rendre le sang disponible là où il faut. Il y a aussi la question des ressources humaines en santé et leur répartition et la qualité. La question du plateau technique qu'il faut compléter. La question aussi des moyens de transport, parce qu'il faut qu'on arrive à évacuer très rapidement les femmes qui sont en urgence. Et tout cela est compris dans le plan social du gouvernement. Nous savons où se trouvent les besoins et nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons les normes, nous avons les comparaisons avec les autres pays. Qu'est-ce qu'on a fait mieux ailleurs qu'on peut reproduire en Côte d'Ivoire à court terme? Nous allons verser toutes ces expériences dans la réflexion et aboutir à un plan ivoirien faisable. Les recommandations issues de cette rencontre de travail qui s'étend sur 3 jours devront être appuyées par le ministère de tutelle en vue d'améliorer les indicateurs du couple mère-enfant. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP prépare son prochain congrès. Des pré-congrès se tiennent dans plusieurs régions du pays, les étapes de la Maraoué, de Grand Laou et d'Alépé. Un nouveau mouvement de soutien au RHDP est né. Son nom, Horizon RHDP, notre héritage.
Lancé à partir d'Alépé dans la région de la Mé, ce mouvement se veut rassembleur. Il veut également véhiculer les idéaux de paix et de cohésion chers au président Alassane Ouattara. Le mouvement Horizon RHDP a décidé à travers ses actions d'éveiller non seulement les héritiers du père fondateur, mais aussi les forces vives de la nation s'il est jugé essentiel d'une paix durable. Nous devons œuvrer que les Ivoiriens de tous bords se retrouvent et reviennent ensemble de façon paisible. Nous voulons mobiliser partout en Côte d'Ivoire, en tout cas les populations ivoiriennes, à comprendre le projet de développement du président de la République et le projet de cohésion que le président prône pour dire que c'est le meilleur profil qu'on doit pouvoir suivre en Côte d'Ivoire. Selon le ministre Joseph Seka Seka, fils de la région et parrain du mouvement, seul le RHDP peut assurer le développement de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il appelle à une mobilisation massive des filles et fils de la Mé pour la réussite du congrès du 26 janvier. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer à la mobilisation pour faire grandir le RHDP, que ce soit les chefs de village, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les cadres. Je leur ai lancé l'appel pour qu'ils adhèrent massivement au RHDP et que cela commence dès le 17 janvier par le pré-congrès qui va se tenir à Adzopé et que le 26 janvier, leur mobilisation contribue à l'apothéose. Amidou Soumoro a été investi président national d'Horizon RHDP Notre Héritage. Avec lui, le président régional et le président local. Leur mission, mobiliser toutes les couches pour la cause du RHDP. La région de la Maraoué devra mobiliser un peu plus de 6000 militants pour le congrès constitutif du RHDP le 26 janvier prochain. Sur le terrain, une équipe de plusieurs cadres des partis politiques favorables à la création du parti, conduite par le président régional du comité d'organisation du pré-congrès dans la Maraoué, Zoro Epiphane, signonne les bases. Elle entend mobiliser un nombre important de militants et de sympathisants lors des travaux. Les commissions sur pied travaillent déjà à présenter des stratégies et faire des recommandations sur les statuts, règlements intérieurs et fonctionnement pour la victoire du RHDP aux différentes élections à venir. Le pré-congrès dans la Maraoué se tiendra au Collège moderne de Boisflé le 19 janvier prochain, avec à la clé un meeting à l'espace Tchin-Tchin de Boisflé en présence du ministre Amédée Kouakou. Une forte mobilisation des populations de la région des Grands Ponts au congrès constitutif du RHDP. À cette rencontre à Grand Laou, Esmel Essis Emmanuel, président du comité régional d'organisation du congrès, invite les cadres, responsables politiques et les populations à une adhésion massive au parti unifié, gage de rassemblement et de stabilité. C'est dans la cohésion, c'est dans la paix que le développement peut être obtenu. C'est dans la cohésion, dans la paix que nous pourrons avoir plus de succès encore économique. Et c'est dans la cohésion et dans la paix que l'Ivoirien sentira à travers ce programme social du gouvernement mis en place dans son quotidien le bien-être. C'est ce message que nous sommes portés à la population de Grandaou et nous partons très satisfaits parce que les responsables locaux nous ont démontré cette cohésion d'équipe. Eux qui étaient hier des adversaires sont aujourd'hui ensemble unis dans les RHDP et c'est une assurance pour nous, pour le congrès du 26. Le 26 janvier, une date importante pour le RHDP. Les responsables politiques locaux, membres de la grande famille des oufouettistes, se disent prêts pour la sensibilisation des populations. Grand Laou est déjà prêt pour le RHDP. Donc notre message à nos parents, à nos militants, c'est d'y aller. En tout cas, sans hésiter, parce que le bonheur de l'Ivoirien s'y trouve. Le RDA est prêt et sera en première ligne dans tous les combats qui engagent le développement des Grands Laou en particulier et de la Côte d'Ivoire en général. Le MFA a pris des dispositions particulières. Le MFA est allé rencontrer sa base, a visité toutes les sections ici dans le département. Et nous pensons que nous sommes tous mobilisés. Le 19 janvier prochain se tiendra le pré-congrès du RHDP dans la région des Grands Ponts. Une rencontre afin de mieux coordonner les actions de mobilisation. Ali Bongo, le président du Gabon, est rentré dans son pays hier lundi. Un retour placé sous le signe de la normalisation après la nomination du nouveau gouvernement dont les 38 membres ont prêté serment aujourd'hui. L'actualité internationale en bref avec Soro Wodjontele et Alexis Ouedraogo. Absent depuis octobre 2018 pour des raisons de santé, le président gabonais est de retour depuis lundi soir dans son pays.
Ali Bongo a interrompu son séjour à Rabat pour prendre part ce jour à la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement. Composé de 38 membres, ce gouvernement a été mis en place après la tentative de coup d'État du 7 janvier dernier. Situation tendue au Soudan, la population manifeste son désaccord face à la cherté du prix du pain. La position du pouvoir d'Omar el-Béchir est encore inflexible. L'association des professionnels soudanais s'obstine à protester par la marche en vue d'obtenir un changement. Le syndicat des médecins, lui, accuse les interventions musclées dans les hôpitaux conduites par les forces de sécurité. C'est la fin de ce journal à 20h50. Retrouvez votre programme. RTI 1 reçoit l'invité de la Ciné-Fofana ce soir, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Le thème, la jeunesse ivoirienne, quelle politique de protection et de promotion? Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. L'information revient sur RTI 1 à 23h avec Marine Cognan. Bonsoir à tous.